Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo va être consacrée à la correction des exercices du chapitre 14 sur diffraction et interférence. Donc nous commençons par cet exercice qui était un annale de bac tiré de la Bolycée. Donc un texte historique qui relate les expériences de Huygens et de Fresnel. Première question, quelle erreur commet Huygens en comparant la propagation de la lumière à celle des ondes mécaniques? Alors c'est dans ce paragraphe ici qu'il le fait. Le son ne se propage pas dans une enceinte vide d'air, hein, vous le savez, le son c'est une onde mécanique, elle a besoin d'un milieu matériel pour se propager, d'où le slogan de la saga Alien: dans l'espace personne ne vous entendra crier, tandis que la lumière se propage dans cette même enceinte. La lumière consiste dans un mouvement de la matière qui se trouve entre nous et le corps lumineux, matière qu'il nomme éther. En fait, l'erreur elle vient de là. Longtemps, les physiciens ont cru que un milieu qu'ils appelaient l'éther luminifère, l'éther qui porte la lumière, était nécessaire pour transporter les ondes électromagnétiques. C'est l'expérience de Michelson et Morley, l'expérience loupée de Michelson et Morley, et l'interprétation d'Einstein de cette expérience, et puis aussi les travaux de Maxwell qui ont permis de montrer qu'on n'avait pas besoin d'éther, les ondes électromagnétiques se propagent même dans le vide. Question 2, Fresnel a utilisé les rayons solaires pour réaliser son expérience. Une telle lumière est-elle monochromatique ou polychromatique? Eh bien, la lumière blanche issue du soleil est une lumière polychromatique. On a plusieurs longueurs d'onde, de 400 à 800 nanomètres dans le visible, et évidemment au-delà on a l'infrarouge et en dessous les UV. Fresnel exploite le phénomène de diffraction de la lumière par un fil de fer. Le diamètre du fil a-t-il une importance pour observer le phénomène de diffraction? Eh bien, en effet, plus celui-ci sera fin, plus le phénomène de diffraction sera marqué. Donc plus le fil est un diamètre petit, plus le phénomène de diffraction sera net. Alors, une série d'expériences avec un laser et des fils verticaux de diamètre connu, un peu comme l'expérience qu'on a réalisée en classe avec le cheveu de loup, hein, qui permettait de montrer la diffraction de la lumière. Donc là, c'est des fils de fer de différents diamètres. Donc l'expérience est réalisée ici. On a l'angle caractéristique de diffraction, θ, qui est la largeur de la tâche centrale, la distance d entre le fil et l'écran. Donc l'angle caractéristique de diffraction, on l'a dit. On a un graphique angle caractéristique de diffraction en fonction de 1 sur A étant le diamètre du fil. Alors, première question, l'angle est petit et s'exprime en radians, donc on nous dit que tan θ égale θ. On vous demande de donner la relation entre L, la largeur de la tâche centrale, grand D, la distance fil-écran, qui a permis de calculer θ pour chaque fil. Alors tan θ, c'est côté opposé sur côté adjacent. Le côté opposé, c'est L sur 2, la moitié de la largeur de la tâche centrale. Le côté adjacent, c'est grand D, donc tan θ égale L divisé par 2 grand D. Or, question 2.2, la relation liant θ, lambda et A, c'est θ égale lambda sur A. L'angle caractéristique de diffraction est lié à la longueur d'onde et au diamètre de l'obstacle ou de l'ouverture par cette relation, θ égale lambda sur A, θ est en radian, lambda en mètres et A en mètres. Montrer que la courbe obtenue est en accord avec l'expression de θ donnée à la question précédente, donc θ égale lambda sur A, ça veut dire que θ est proportionnel à l'inverse de A, avec un coefficient de proportionnalité qui vaut lambda. Donc si on trace θ en fonction de l'inverse de A, en fonction de 1 sur A, on aura une fonction linéaire, c'est-à-dire une droite qui passe par l'origine, c'est ce qu'on voit ici. On a une droite qui passe par l'origine, donc θ est bien proportionnel à 1 sur A, puisqu'on a cette fonction linéaire quand on trace θ en fonction de 1 sur A. Et comme on a vu que θ était égal à lambda sur A, eh bien, ce graphique nous confirme cette expression, est en accord avec cette expression. Et le coefficient directeur vaudrait lambda. Comment, à partir de la courbe précédente, pourrait-on déterminer la longueur d'onde lambda? On l'a dit, on détermine le coefficient directeur. Donc en prenant 2 points, en faisant YA moins YB sur XA moins XB. L'un des 2 points, on prend l'origine, c'est plus facile. Et donc on détermine ce coefficient directeur. Quand on le fait, on trouve 5,7 10-7 mètres.
Et donc en préciser les valeurs de longueur d'onde proposées ci-dessous, quelle est celle de la lumière utilisée. Donc là 5,7 10-7 mètres, ça nous fait 570 nanomètres. Donc 570 nanomètres, le plus proche c'est celle-ci, 560 nanomètres. Si on fait la même expérience avec de la lumière blanche, on obtient des franges irisées. Les franges irisées, c'est-à-dire une espèce c'est-à-dire qu'en fait ce qu'on a au centre c'est du blanc, et en fait plus on s'écarte, plus on perd des couleurs. On va au-delà du blanc, on va avoir le blanc moins le violet moins le violet et le bleu, ensuite le blanc moins violet, bleu, vert, etc. Puisqu'en fait θ est égal à lambda sur A, plus lambda est petit, plus θ est petit. Et donc aux extrémités on aura du rouge, c'est-à-dire eh bien, la couleur correspondant à la plus grande longueur d'onde, donc le plus grand θ. Et la première couleur qui va disparaître du blanc, au centre on aura du blanc, on aura toutes les couleurs, la première couleur qui disparaît c'est le violet, puisque c'est cette couleur qui a la plus petite longueur d'onde, 400 nanomètres pour le violet. Donc c'est ce qu'on vous mettait ici, au centre du blanc, et autour, certaines radiations se superposent, ça crée des irisations des couleurs. Voilà. Donc vous allez le corriger ici. Alors ensuite les exercices du livre. QCM pour démarrer. Une onde progressive sinusoïdale, eh bien, programme de première, c'est une onde périodique dans le temps et dans l'espace. On a cette fameuse double périodicité, la périodicité spatiale avec la longueur d'onde lambda, la périodicité temporelle avec ce qu'on appelle la période T. Quand deux ondes se superposent en un point, l'amplitude résultante, eh bien, c'est égal à la somme des amplitudes des deux ondes, réponse B. La relation entre la longueur d'onde lambda, la célérité C et la période T. Alors, vous la connaissez plutôt, vous connaissez plutôt la relation entre la fréquence F, la célérité C et la longueur d'onde lambda, F égale C sur lambda, mais vous savez aussi que F égale 1 sur T, donc C sur lambda égale 1 sur T, ou lambda égale C sur F. Et donc si lambda égale C sur F, eh bien lambda égale C fois T. Donc la bonne réponse était la réponse B, celle-ci. Interférence, un phénomène d'interférence est observable quand trois propositions. Alors rigoureusement, il n'y en a aucune qui est complètement juste. Mais en fait on va garder la B quand même. Deux ondes, on va dire plutôt issues de sources cohérentes se superposent. Donc des sources cohérentes, ce sont des sources qui émettent donc des ondes qui sont qui ont même fréquence, même longueur d'onde, même amplitude, et qui ont une différence de phase qui est constante. Donc là, il nous faut deux sources cohérentes pour avoir une figure d'interférence. C'est périodique, bien sûr, puisque, comme on dit, même fréquence, donc on parle bien sûr d'ondes périodiques. Alors, des interférences constructives s'observent quand la différence de chemin optique est égale à delta égale k lambda, avec un k entier. Petit 3, dans le dispositif, alors si on a delta égale k plus 1 demi lambda, on aura des interférences destructives. Et si on a delta égale 2k lambda, eh bien, si k est un entier, on aurait aussi des interférences constructives, mais on passerait à côté de certaines interférences constructives, toutes les impaires, on les aurait pas là. Alors, donc la seule bonne réponse était la réponse A. Donc dispositif des fentes Young. Ce dispositif, on l'utilise parce que pour réussir à avoir des sources cohérentes dans le cas de la lumière, eh bien, on est obligé du fait du mode d'émission de la lumière, eh bien, ça ne permet pas d'obtenir deux sources différentes qui sont cohérentes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le dispositif des fentes Young ou des trous Young, c'est-à-dire que on crée les interférences en divisant l'onde émise par une seule source. Donc c'est une seule source qui va éclairer les deux trous ou les deux fentes Young, et ces fentes Young ou ces trous Young vont devenir des sources secondaires qui seront elles cohérentes parce qu'elles sont issues de la même lumière de départ, de la même source de départ. Donc on a un faisceau laser de longueur d'onde lambda qui éclaire deux fentes ou deux trous distants d'un certain écart. Ici c'est un écart A. Et donc l'interfrange I, donc l'expression à connaître, est égale à lambda D divisé par A, A étant la distance entre les fentes ou les trous Young. L'angle caractéristique de diffraction θ est égal à lambda sur A, donc il dépend de la longueur d'onde et d'aucune autre
d'aucune des deux autres propositions ici. Il dépendrait aussi de la taille de l'obstacle ou de l'ouverture A. Le phénomène de diffraction est observable bien, pour toutes les ondes, donc qu'elles soient mécaniques ou électromagnétiques, mais il faut que toutes ces ondes soient périodiques. Donc avec toutes les ondes périodiques, les ondes mécaniques ou électromagnétiques. Pour une ouverture de largeur A et une longueur d'onde lambda, on l'a dit, θ égale lambda sur A, réponse C. Donc pour le 3, c'était les réponses A, B et C. Donc les résultats ici détaillés. Pour une fente fine de largeur quelconque, précisée en justifiant quelle est la radiation monochromatique rouge ou bleue. Donc on sait que θ égale lambda sur A. On sait que le lambda du rouge c'est 800 nanomètres et que c'est plus grand que le lambda du bleu, puisque le bleu est juste après le violet étant à 400 nanomètres, on est à 450 ou 470 nanomètres pour le bleu. Le rouge c'est 800 nanomètres, donc l'écart angulaire étant proportionnel à la longueur d'onde, l'écart angulaire du rouge sera plus grand que l'écart angulaire du bleu. Et donc la radiation la plus diffractée, ce sera le rouge. Alors ici, on avait deux vibreurs V1 et V2 synchrones. Donc des sources synchrones, c'est des sources cohérentes et avec un déphasage constant. Enfin, un déphasage nul, pardon. C'est-à-dire que là, ces sources émettent des ondes qui sont donc de fréquence constante, d'amplitude identique, enfin fréquence identique, amplitude identique, longueur d'onde identique, et puis en plus elles sont émises en même temps. Donc des phasages nuls. Alors ça se propage à la célérité 4 mètres par seconde, la distance qui les sépare c'est 16 cm. Déterminer la longueur d'onde des ondes produites par chacun des deux vibreurs, on utilise la relation lambda égale C sur F. 4 mètres par seconde divisé par 200 Hz, ça nous fait 0,020 mètres, soit 2 cm. Alors ensuite on avait un point P qui était situé sur l'axe reliant V1 et V2 à une distance B du vibreur V1, faire un schéma, exprimer la différence de chemin delta égale V1P moins V2P au point P entre les deux ondes en fonction de A et B. Bon alors là on va repartir du schéma, c'est plus facile, voilà, avec le schéma c'est tout de suite plus clair. Donc on a P entre V1 et V2, la distance V1 V2 c'est A, la distance V1P c'est B, ce qui nous donne pour la distance V2P ça va être A moins B, pour la distance V1P ça va être B, et delta qui est égal à V1P moins V2P, ça va nous faire pour delta B moins entre parenthèses A moins B, c'est ce que vous avez là, donc ça vous fait 2B moins A. Ensuite, exprimer la relation entre la différence de chemin optique et la longueur d'onde lambda pour que des interférences soient constructives. Il faut que delta soit égal à K lambda avec K antirelatif. Donc ça c'est la condition pour qu'on ait des interférences constructives, puisque quand on est à cette condition là, les ondes vont interférer en phase. Donc le maximum de l'un correspondra au maximum de l'autre, donc on aura une amplitude maximum, de même que le minimum de l'un correspondra au minimum de l'autre. Alors que quand on a des interférences destructives, delta égale K plus 1,5 lambda, les ondes interfèrent en opposition de phase, correspond au minimum de l'autre. Et là, la résultante est nulle. Les ondes s'annulent. Préciser les valeurs de B pour lesquelles l'amplitude des ondes au point P est maximale. Delta égale 2B moins A, et si on a des amplitudes maximum, c'est qu'on a des interférences constructives, donc 2B moins A égale K lambda. Et donc si 2B moins A égale K lambda, ça veut dire que 2B égale K lambda plus A, donc B égale K lambda plus A sur 2. Donc c'est ce qu'on a ici. Je ne vous avais pas donné la question suivante, le nombre de franges d'interférence qu'on pouvait obtenir. Vous avez quand même le résultat ici. En fait, on a A qui vaut 16 cm. B, en fait, donc A vaut 16 cm. B va donc varier entre 0 et 16 cm. Donc ici, ça veut dire que comme lambda vaut 2 cm ici, on va avoir K qui va varier de moins 8 à 8, donc en passant par 0, parce que moins 8 fois 2, ça fait moins 16, plus 16, ça fait 0, et 8 fois 2, ça fait 16, plus 16, ça fait 32, divisé par 2, ça fait 16, donc B va bien varier entre 0 et 16, donc K va varier entre moins 8 et 8, en passant par 0, donc ça nous fait 17 possibilités, ici 17 franges d'intensité maximale. Alors, ensuite,
exercice 17, donc on vous demande, enfin, on vous expliquait que vous aviez une figure de diffraction avec un fil calibré de 60 micromètres, donc là, à peu près le diamètre d'un cheveu, un laser de 550 nanomètres. Première question, couleur du laser. Bon, ça vous n'avez pas à connaître, hein. Les seules couleurs que vous avez à connaître, c'est 400 nanomètres le violet, 800 nanomètres le rouge. 400 nanomètres, vous regardez dans le cercle chromatique de votre livre et vous voyez que c'est du vert. Faire un schéma de la situation en faisant apparaître θ, l'angle caractéristique de diffraction. Donc il faut faire apparaître la fente, l'écran. Il est bon de rajouter en plus la distance entre la fente et l'écran, ici la distance grand D. Et puis votre écart angulaire ici, donc, qui est représenté. Et donc là on a la tâche centrale avec le milieu de la première extinction et le milieu de part et d'autre ici. La tâche centrale sera centrale, comme son nom l'indique. Calculer la θ, θ égale lambda sur A. On a lambda, on a A. Donc on fait l'application numérique. On vous dit que la largeur de la tâche centrale est de 2 cm et on vous demande de déterminer la distance D à laquelle se situe le fil calibré. On sait que tan θ égale θ, et donc ici c'est égal à L sur 2 sur grand D. Confère ici le schéma qu'on avait là, hein, tan θ égale L sur 2 sur grand D, donc L sur 2 grand D, et c'est aussi égal à lambda sur A. Donc L va être égal à 2 lambda L va être égal à 2 lambda D sur A, et D va donc être égal à LA sur 2 lambda. Donc bon, là c'est juste des manipulations de formules, hein. θ égale lambda sur A, et tan θ égale θ puisque l'angle est petit et s'exprime en radian, et ça vaut L sur 2 sur grand D, donc L sur 2D. Donc si on cherche D, eh bien ça nous fait LA sur 2 lambda, et puis après on a toutes les infos, on n'a plus qu'à remplacer. Je reviens à l'exercice. Je disais, on a toutes les infos, puisqu'on sait que la largeur de la tâche centrale, c'est 2 cm à convertir en mètres. La longueur d'onde, 550 nanomètres à convertir en mètres. Et le diamètre du fil, 60 micromètres. Donc A égale 60 micromètres à convertir en mètres. Je rappelle que vous avez 6 préfixes à connaître. Nano 10-9, micro 10-6, milli 10-3, kilo 10 puissance 3, méga 10 puissance 6 et giga 10 puissance 9. Donc vous remplacez. Donc L, ça nous fait 2 10-2, A 60 10-6, 60 micromètres, et 2 lambda, 2 fois 550 10-9, et donc on trouve 1,1 mètre. Alors l'exercice 22, là encore vous n'aviez pas la dernière question, vous vous expliquez qu'une fente verticale de largeur 35 micromètres est éclairée par un laser rouge. Le profil en intensité est obtenu, donc de la figure de diffraction est obtenu à une distance de 1,10 m de la fente. Déterminer la largeur de la tâche centrale de diffraction. Donc là, on a le maximum et là, la première extinction. Donc entre les deux, ici, eh bien, on aurait 4 cm, puisque ça s'annule à 2 cm. Donc on est entre moins 2 et 2 ici. Donc la largeur de la tâche centrale de diffraction, c'est 4 cm. En déduire la valeur de la longueur d'onde lambda du laser, eh bien, un petit schéma, ça aide. Vous représentez la fente, l'écran, la tâche centrale de diffraction, et tan θ égale θ, puisque l'angle est petit et s'exprime en radian, ça nous fait L sur 2 grand D, et ça c'est égal à lambda sur A. Donc ça vous permet d'écrire que lambda va être égal à AL sur 2 grand D. Vous connaissez grand L, vous connaissez A et vous connaissez D, donc l'application numérique s'impose. Attention à bien tout mettre en mètres. Donc 4 cm, 4 10-2 mètres, 35 micromètres, 35 10-6 mètres, et 2 fois 1 m 10. 6,4 10-7 mètres, soit 640 nanomètres. Donc là, vous avez calculé la longueur d'onde ici. Calculez la valeur de la largeur de la tâche centrale de diffraction si un laser de longueur d'onde lambda égale 532 nanomètres est utilisé. Donc là encore, tan θ égale L sur 2 grand D égale lambda sur A. Donc là, cette fois-ci, on cherche L. Donc ça va nous faire 2 lambda D sur A. On remplace. Lambda 532 10-9 mètres. A 35 10-6 mètres. Et donc on applique ici.
Donc lambda égale LA, L égale 2 lambda D sur A, 2 fois 1m10 fois 532 10 moins 9 divisé par 35 10 moins 6, 3,3 10 moins 2 mètres, donc 3,3 cm. Donc ici, ça veut dire qu'on était entre, le premier minimum était à la moitié de 3,3 cm, donc 1,65 cm ici, et moins 1,65 cm. Bon, ça je vous l'avais pas demandé, hein. Mais voilà ce à quoi ça aurait ressemblé. Alors, exercice 23. Donc on a le dispositif des fentes Young utilisé pour déterminer la longueur d'onde d'un laser. On a une figure d'interférence obtenue ici, vous avez une échelle. Les fentes sont séparées de 0,20 mm, la distance fente-écran c'est 2,50 m. Le schéma du dispositif des fentes Young est demandé, donc on a les deux sources ici cohérentes. On peut rajouter le faisceau du laser ici. Donc fente Young ou trou Young, c'est le même dispositif. Un point P quelconque, et donc là vous avez la figure d'interférence avec les pointillés lumineux séparés par des pointillés sombres, interférence constructive et destructive. Delta égale K lambda, interférence constructive, delta égale K destructive. La distance entre deux maximums, ce qu'on appelle l'interfrange, c'est lambda D sur A. Bon, voilà tout ce qu'il fallait représenter. Donner la relation mathématique reliant l'interfrange I à la longueur d'onde lambda, distance D, petit a, donc on y a répondu, I égale lambda D sur A. En déduire une relation pour calculer la longueur d'onde lambda du laser, si I égale lambda D sur A, lambda égale AI sur grand D. On a A, on a D, il nous faut I. Donc pour trouver I, on va exploiter cette représentation, on a l'échelle. Alors, ici on va compter le nombre d'interfranges qu'on a ici sur 20 mm, donc correspondant à cette échelle-là, on a 3 interfranges, ça colle à peu près. Bon, pour être plus rigoureux, en fait, vous prenez le maximum d'interfranges, donc ici ça nous ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 interfranges. Vous faites un rapport d'échelle avec ici les 20 mm ici représentent sont représentés par cette longueur d'onde là, donc un produit en croix. Mais donc là, grossièrement ici en correction vidéo, donc on a 3 interfranges pour 20 mm, donc ça nous fait 6,67 mm pour une interfrange. Et donc à partir de là, on calcule la longueur d'onde du laser. Donc ici, lambda, on a dit que c'était IA sur B, I 667 10-3 mètres, A 0,20 mm, donc 0,20 10-3 mètres, la distance 2,50 m. Ça nous fait 5,3 10-7 mètres, soit 530 nanomètres. C'est du verre, on avait du verre ici, donc c'est cohérent. Alors, cet exercice était un peu à côté du cours, mais bon, voilà, c'est pour montrer l'importance de la diffraction en astronomie. Une des raisons pour laquelle on fait des miroirs de plus en plus grands, c'est de manière à augmenter la résolution des images. Et il y a plusieurs critères pour cette résolution ici. Donc le critère de Schuster, Rayleigh, Sparrow et puis pas de résolution. Donc ici, on avait les différentes images qui apparaissaient là avec les spectres. C'était ce qui nous importait le plus là. Donc, je vais réduire un peu pour avoir les 4. Voilà. Donc, le critère de... on va commencer par les plus évidents déjà. 2 points ne sont pas résolus quand les tâches de diffraction se superposent quasi entièrement. Donc là, ici, le B et le 2, là, on voit que les images... le 2 et le D, et le 2, on voit que les images se superposent, donc là, c'est pas résolu. Ensuite, un autre qui est très évident aussi, c'est quand c'est le critère de Schuster. Selon le critère de Schuster, 2 points sont séparables si les lobes centraux des profils en intensité de leur figure de diffraction ne se recouvrent pas. Donc pas de recouvrement, là c'est le A. Et au niveau de profil en intensité, ça nous ferait le profil 4. Voilà, pas de recouvrement du tout. Donc A4, nettement séparé. Donc là, c'est Schuster. Et alors après, les deux pour lesquels il y avait une petite difficulté, c'était Sparrow et Rayleigh. Donc on va commencer par Rayleigh. Selon le critère de Rayleigh, 2 points sont séparables si la première annulation en intensité
du profil de l'un des points correspond au maximum d'intensité de l'autre. Donc là, ici, première annulation maximum, donc c'est le 3. Et première annulation maximum, ça va correspondre aussi au B. C'est-à-dire qu'on a le maximum qui correspond à une première annulation, donc B3. Et donc du coup, le Sparrow, c'est ce qui nous reste, c'est-à-dire le C, avec le 1. Donc là, le critère de Sparrow, c'est deux points sont séparables si les lobes centraux des profils en intensité se superposent de manière à former une selle de cheval pour des valeurs maximum en intensité. Bon, ça c'était un peu subjectif parce que là aussi on peut parler de selle de cheval. Hein. Mais bon, par élimination, Sparrow, c'était le dernier, donc le C. 1C. Donc je récapitule. 4A, nettement séparé, donc Schuster. 3B, donc là c'est Rayleigh. 2D confondu, donc pas résolu. Et 1C, c'était le critère de Sparrow. Et enfin, nous terminons avec le dernier exercice. Donc l'exercice 3, qui est un exercice autour des incertitudes. Alors je reviens en plein écran. Donc, une expérience de diffraction est menée avec un laser dont on ne connaît pas la longueur d'onde. Les mesures obtenues sont les suivantes. On a la largeur de la fente avec son incertitude, la distance fente-écran avec son incertitude, la largeur de la tâche centrale avec son incertitude. En considérant θ petit, calculer θ. Si θ est petit, tan θ égale θ. Et donc c'est égal à L sur 2 grand D. Largeur de la tâche centrale divisé par 2 grand D qui va être égal à θ. On fait l'application numérique, 364 10-3 ici, puisque L ça vaut 13,1 mm, donc 13,1 10-3 mètres, divisé par 2 fois D, 2 fois 1,8 mètres. On a notre résultat. Ensuite, question 2, en déduire lambda, eh bien, θ égale lambda sur A. Donc si on a trouvé θ, eh bien, pour avoir lambda, il suffit de multiplier θ par A, la largeur de la fente qui est donnée ici. Donc on multiplie par 0,200. Là aussi c'est des millimètres, hein. Une petite erreur là dans l'énoncé. Là c'est 0,200 mm, hein. Des fentes de 0,2 nanomètres, on ne sait pas faire. Hein. Donc c'est 0,2 mm. Donc 0,2 10-3 ici. Donc ici lambda égale 0,2 10-3 fois θ. Donc ça nous fait 728 10-7 mètres 728 nanomètres. Et enfin, dernière question, calculer l'incertitude. Lambda, donc U de lambda ça va être égal à lambda, donc on passe lambda de l'autre côté, donc lambda multiplié par tout ça. Donc l'incertitude sur A c'est 0,005 divisé par A 0,200. Vous n'êtes pas obligé de tout convertir en mètres, il faut juste que les deux soient dans la même unité. Donc ça vous fait 0,005 divisé par 0,2 au carré, plus 0,01 divisé par 1,80 au carré, plus 0,1 divisé par 13,1 au carré. On prend la racine de tout ça, on multiplie par lambda. On ne garde qu'un seul chiffre significatif majoré. Donc ça nous fait 2 10 puissance 1 nanomètre. Et comme on avait trouvé 728 nanomètres, mais que l'incertitude porte sur la dizaine de nanomètres, donc sur ce chiffre-là, donc celui-ci, le 8, qui est à l'unité de nanomètre près, on ne le connaît pas, on n'est pas sûr du chiffre de la dizaine de nanomètres. Donc le chiffre sur l'unité de nanomètre, on le sait encore moins. Donc ça va nous faire, on va arrondir 7,3 10-7 mètres, plus ou moins 0,2 10-7 mètres, donc 7,3 plus ou moins 0,2 10-7 mètres. Voilà pour ces exercices. Bon travail et bon courage.